Et bonjour à tous, bienvenue, on est ensemble comme tous les jours, comme tous les soirs pour revenir sur les matchs de cette Coupe du Monde 2022. Messieurs, ça passe très très vite, ça y est, les troisièmes matchs de poule sont presque terminés, on va déjà se projeter sur les quarts de finale. C'est vraiment le moment charnière pour toutes les équipes qui jouent encore quelque chose dans cette Coupe du Monde. Et là, il y avait forcément de l'enjeu avec ce Croatie-Belgique et ce Maroc-Canada. Bravo à tous les Marocains pour la qualification, bravo à tous les Croates aussi. On va parler de ces matchs-là avec une belle équipe que vous reconnaissez, qui est bien présente. Il y a Zal qui est là aujourd'hui, comment ça va Zal ? Salut Braque, salut tout le monde, ça va très bien et toi? Bah ça va très très bien. Zal, tu vas nous parler un petit peu de l'équipe de France dans le point bleu, vu que toi t'étais pas là dans l'émission d'hier, donc tu nous donneras ton avis. Ça va aller très vite, non? Oui, on va faire un petit point bleu très court, comme on a l'habitude de le faire. Il y a Bruce qui est là aussi aujourd'hui. Comment ça va, Bruce ? Bon, écoute, ça va très bien. Salut les amis. Après, malheureusement, je vais devoir passer à la caisse, donc Ah oui, c'est vrai. c'est le seul petit point négatif, mais parce qu'il y avait un pari en cours avec Poineau. Lui, il avait parié sur le Maroc et tout. Du coup, je lui dois un maillot du Maroc. Mais tranquille, c'est mérité. Ils méritent leur qualif. Je vais payer. Je dirais pas de bon cœur, mais presque quoi. Parce que quand faut passer à la caisse, c'est jamais facile. Mais là, tranquille. Pour le coup, c'est mérité. S'il a dit Maroc, c'est mérité. Je suis bon joueur. Je vais payer son maillot avec plaisir. Par contre, on n'avait pas dit si c'était un maillot officiel ou quoi, Pano. Ce sera un maillot à 20 balles. Ça, on n'a jamais précisé, peu importe le maillot. Ce sera un maillot à 20 balles. Comme on dit, Bruce, faut donner pour recevoir. Et Bruce, c'est bizarre, mais t'as changé le maillot de Messi derrière il y a pas longtemps. T'as mis celui de Neymar. C'est pas au moment où il s'est blessé ? Non, il était déjà blessé. Ah, il était déjà blessé, ok, d'accord. La veille du match de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite, j'ai mis le maillot de l'Argentine et de Messi derrière. Ils ont perdu, du coup, je l'ai retiré dès le lendemain et je ne le remets plus du mondial. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, la superstition est bien présente sur cette Coupe du Monde. Et il y a Scipion aussi qui est avec nous. Comment ça va, Scipion ? Bah écoute, ça va en grande forme. On va débriefer ce petit groupe qui était bien sympathique. Et même avant qu'on commence, franchement, félicitations au Maroc parce que terminer premier de ce groupe. Oui. C'était vraiment pas évident et honnêtement, pas de complexe à avoir, que ce soit contre l'Espagne, l'Allemagne, le Japon, on verra qui c'est ce soir, mais en tout cas, bravo, quoi qu'il arrive, première place, chapeau. Ouais, chapeau, il faut le dire, et c'est une première place méritée. C'est vrai que c'était pas ceux qui partaient les plus favoris dans ce groupe-là. Il y a quand même la Croatie, finaliste, vice champion du monde de la Coupe du Monde, et de l'autre côté, il y avait aussi la Belgique. Donc forcément, et le Canada qui aurait pu être une petite surprise. Donc c'est vrai que le Maroc, franchement, bravo, c'est une très belle qualification. Messieurs, émission que l'on fait avec Winamax, et donc je vous rappelle, comme à chaque début d'émission, le petit bonus que vous avez sur le site, c'est votre premier dépôt qui est doublé en pari gratuit. C'est très simple. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu la mécanique. Vous allez sur le site winamax.fr et jusqu'à 100 €. Vous pouvez aller jusqu'à 100 € et ça vous est remis en pari gratuit. Donc ça vous double quelque part vos chances de gagner. Et vous avez avec le code ORGE10 un bonus de 10 € que vous pouvez parier sur n'importe quel match. Juste avant, alors quand on n'est pas là, je vais faire la petite prise de parole de prévention tout seul, mais voilà, vous le savez, les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Ça, c'est vraiment très important de bien le noter, et on vous encourage à toujours parier juste pour vous amuser, pour rajouter un petit peu de piment dans vos matchs sans forcément devenir dépendant des paris sportifs, parce que ça mène à des choses assez compliquées comme des conflits familiaux, de la dépression, de l'addiction. Ça peut être très dangereux. Donc à chaque fois, comme je vous l'ai dit depuis le début de la Coupe du Monde, on vous fera ce petit rappel qui est extrêmement important. Bon, juste messieurs, les gars, je sais pas si c'est toi, Braque, ou quoi, moi j'entends le cast ou l'après-match chez quelqu'un, alors... Ah ouais ? C'est toi, Braque, non, ou pas ? Ah, c'est peut-être moi. Ah mais oui, c'est moi, c'est normal. C'est normal,
Bah parce qu'en fait, tu sais, j'étais en config écran plus tablette et du coup, j'avais la tablette qui continuait de parler. Excuse-nous, Margoton. Donc... Pardon. Là, il me manquait juste la table de mixage, tu sais, pour pouvoir faire les réglages et tout. Désolé. Bon, et ben messieurs, on peut y aller. C'est l'heure du point bleu. C'est parti. Bon, un point bleu qu'on va essayer de faire bien court, hein, les amis, vu qu'hier on a quand même réservé une émission spéciale pour l'équipe de France. Zal, qualification de l'équipe de France, mais défaite contre la Tunisie, avec une équipe complètement remaniée et un match où on a été quand même passablement déçus. Hein. Vraiment, on a vu des choses qui nous ont pas forcément rassurés. On attendait peut-être... On attendait peut-être de voir des joueurs se mettre en évidence et peut-être marquer quelques petits points aux yeux de Didier Deschamps. Et pourtant, c'est presque tout le contraire qui s'est passé. Comment est-ce que tu as trouvé ce match, toi ? Honnêtement, quand tu vois la compo de départ, je pense que c'était déjà écrit. Hein. Il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de grandiose. Et de marquer des points dans une configuration comme celle-ci, c'est assez compliqué, je trouve. Donc, je ne vais pas non plus critiquer les titulaires du moment, de ce match-là. Et c'était une purge, hein, on va pas se mentir, c'était vraiment un match de merde. Et pour le coup, je sais même pas, tu vois, si pour les remplaçants ça les met en confiance, j'ai envie de dire au contraire. Ouais. Et ça peut peut-être même casser la dynamique, même si j'en doute un petit peu quand même. Mais bon, en soi, franchement, match à oublier, j'ai rien à dire de plus, honnêtement. Ouais. Une vraie purge. Quand on voit la compo là, on se souviendra de cette compo quand même qu'elle a disputé un match de CDM. On la ressortira à nos enfants et nos petits-enfants. Hein. Ouais, ça, c'est un futur même, ça, ou un truc, tu vois, pour plus tard qui ressortira. C'est exactement, tu sais, la compo du RC Lens quand ils avaient pris 4-0 contre Nancy avec Kondogbia en pointe. Ça, c'est un peu du même niveau, quoi. Honnêtement, tu vois que comme il a pas doublé les postes, du coup il a même pas pu aligner une équipe B. Quand tu vois l'équipe B du Brésil qui va jouer ce soir, franchement ça n'a rien à voir. Ouais. et juste à retenir peut-être un bon match de Konaté et franchement le reste c'est compliqué. Hein. Kamavinga on l'a envoyé au casse-pipe, laisse tomber. Ouais. Dizazi, compliqué aussi. Varane, il est en reprise, donc on peut pas trop non plus juger. Tchouaméni, non, franchement, c'était une vraie purge. Ouais. En vrai, c'est pas de leur faute, hein, j'ai envie de te dire. Je suis d'accord avec toi, Zalou. C'est Deschamps, pour moi, le principal responsable de ça. Après, les joueurs, ils peuvent mieux faire, mais on va dire qu'ils n'ont pas mis dans les meilleures dispositions. Je vous appelle par ordre alphabétique. Et go. Il les a envoyés au casse-pipe. Ah ouais, vraiment. La première compagnie. On va brouiller les pistes, les gars. Non, le seul, très honnêtement, qui peut, tirer un petit peu son épingle du jeu, c'est Konaté. Voilà. En fait, Colomboigny, pas dégueu par rapport aux autres. Franchement, c'est vrai que t'es nantais, hein, parce que même moi, je l'aime bien, mais là, j'ai rien vu de ouf, quoi. Mais après, en soi, c'est global, en fait. Ouais, c'est global. Tu peux rien en tirer de ce match. Mandanda aussi, tu peux rien lui dire. Tu vois, honnêtement. Non, on est assez d'accord. Messieurs, sans vouloir s'attarder sur le point bleu, parlons peut-être aussi de cette petite situation assez litigieuse quand même qui a fait beaucoup parler avec ce match qui s'arrête, l'arbitre qui va voir la VAR et qui finalement invalide le but d'Antoine Griezmann. La fédération française. Toi, hein. Non, mais de toute façon... On les veut jouer ensemble. T'inquiète, je vais te lancer, Zal. J'ai fait mon deuil de ça, t'inquiète pas. Non, mais oui, en tout cas, voilà, la Fédé qui a envoyé une réclamation. Je sais pas si ça s'est déjà vu, en tout cas, une telle situation où derrière on change les choses. Mais en tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, la France est qualifiée, donc on va dire que c'est moins pire. Qu'est-ce que tu as à en dire, Zal ? Alors déjà, moi, avant que ça coupe, pour moi, la faute, je trouvais qu'il y avait une faute et où il le pousse dans la surface. Donc je pensais que c'était pour ça que le but avait été annulé et non pas sur un hors-jeu. Donc là, le hors-jeu, pour moi, il n'y en a pas. Donc c'est une erreur d'arbitrage, mais voilà, des erreurs d'arbitrage dans le foot, je pense que c'est assez commun et revenir sur un score, je crois que c'est du jamais vu, donc il faut pas s'attendre qu'il change le score. Mais là, au-delà de l'erreur d'arbitrage, c'est une vraie erreur technique de l'arbitre, Bruce. Là, pour le coup, je veux dire, il s'est complètement foiré. Il n'avait pas le droit de revenir, de faire appel au VAR, ce que tu veux et tout. Donc voilà, et même sur la situation en elle-même, sincèrement, moi perso, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi le but a pas été accepté, puisque l'action se poursuit. Grisou, il n'est pas au contact à ce moment-là, donc honnêtement,
J'ai rien compris. Ouais. Pour le hors-jeu, ouais, moi je comprends, mais il y a vraiment une grosse poussette dans la surface et honnêtement, pour moi, ça aurait suffi pour annuler le but. Quand on voit sur ouais, excuse-moi, juste pour la précision, c'est quand on voit Kramaric et la situation sur le penalty de Modric, j'ai l'impression qu'il y a cette histoire d'hors-jeu passif qui revient quand même en ligne, et même s'il touche pas directement le ballon, que ce soit dans l'action suivante, dans le contact, on va quand même revenir là-dessus, et pour le coup, c'est comme l'histoire du temps additionnel, faut faire preuve de pédagogie et expliquer aux gens que maintenant on va peut-être être plus attentif sur ça parce que mine de rien depuis le début de la compétition, c'est pas mal de situations sur lesquelles on insiste et voilà Griezmann, c'est vrai que c'était assez lunaire parce que franchement entre TF1 qui passe directement sur son autre émission qui coupe et nous on est un peu là, qu'est-ce qui se passe, on comprend pas trop et surtout l'arbitre a fait une vraie faute technique malheureusement, voilà, une fois que les Tunisiens ont donné le coup d'envoi, on peut pas revenir là-dessus, même si t'as sifflé le coup, t'as pas à aller voir la VAR. Donc je peux comprendre en même temps la démarche de la FFF, voilà, c'est au moins pour éviter que ça se produise plus tard, pour éviter qu'il y ait une jurisprudence comme ça. Mais quoi qu'il arrive, j'insiste sur cette notion d'hors-jeu passif parce que il faut qu'on soit bien au courant pour cette phase à élimination directe, qu'on soit pas surpris pour la suite. Ah, mais vous êtes d'accord avec ça? Parce que même le coup des Croates, moi perso, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, bon, il y a des règles dans le foot qui devraient être revues. Et honnêtement, là, de pousser le truc aussi loin, pour moi, c'est une catastrophe parce que ça va à l'encontre du jeu, là. Enfin, à mon sens, sur le truc de Griezmann, moi personnellement, je comprends le truc du hors-jeu. Mais pour moi, il y a les vrais hors-jeux passifs ou ce que tu veux. Le mec dans est sur la l'esprit du foot, c'est trajectoire. pas hors-jeu, ça. Mais non, mais le mec est sur la trajectoire du ballon, il gêne le goal, c'est tout. Ok, pas de souci, là, c'est hors-jeu 100 fois. Mais je veux dire, sur un cas, par exemple, comme Griezmann, honnêtement, je comprends pas du tout. Pour moi, comme l'a dit Braque, ça va pas dans l'esprit du jeu. Je trouve ça ridicule. Mais perso. C'est comme si, en fait, le joueur n'avait même plus le droit, tu sais, de se positionner, de bouger dans la surface. C'est-à-dire que le mec, il doit se mettre des chaînes et se dire là, je peux pas y aller, là, je peux y aller parce que sinon, on va risquer de me siffler hors-jeu. Mais tu remontes jusqu'à quand? Il y a plein de situations comme ça qu'on voit. Bah, c'est ça le truc. Tu vas remonter jusqu'à il y a 3 minutes avant. Le mec, cette fameuse position à ce moment-là, lui a profité 2 minutes après. Il n'y a plus de limite. Pour moi, ça a plus aucun sens. Enfin, je veux dire, comme tu l'as dit, si le joueur gêne vraiment les défenseurs ou le gardien dans ce qu'ils ont à faire dans la surface, là je suis d'accord, tu peux dire qu'il y a hors-jeu. Mais si le mec, c'est juste en fait lui qui est en train de se positionner et qui est en train de chercher chercher à se repérer dans l'espace, mais pour moi il n'y a pas de hors-jeu. Il gêne pas en fait l'équipe adverse d'intervenir. Donc je ne vois pas pourquoi on s'y fait. Mais même les joueurs ils comprennent pas là. Hein. Même les joueurs pour le coup ils comprennent pas ce qui se passe. Hein, mais bon. Scipion, petite question. Pour conclure là-dessus, est-ce que, parce que j'imagine que tu as dû regarder, tu as dû fouiller un petit peu pour voir si on avait déjà vu ça ou s'il y avait des règles qui pouvaient venir intervenir, est-ce qu'il peut se passer un truc et est-ce qu'il y a déjà eu cette situation ? Non, franchement, c'est une grosse première. Alors, l'équipe de France en 82 avait déjà connu un moment un peu loufoque. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. France-Koweït avec un représentant de l'Irak. Tu nous en avais parlé dans l'émission. Non, je pense que c'est FC Géopolitics. C'est Kevin, c'est Géopolitics qui nous l'avait raconté. Qui était descendu sur la pelouse pour mettre un giga coup de pression et faire annuler un but. Bon, là, heureusement, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu Noël Le Graët qui est arrivé pour bomber le torse et voilà, mettre un coup de pression. Pour le coup, c'est une première. Après, je pense que la revendication, au moins, c'est histoire de dire ce qui peut en être. Et mine de rien, dans les déclarations aujourd'hui en conférence de presse et tout, les joueurs, ils se disent, finalement, si nous, ça nous fait match nul, déjà, on est content pour Griezmann qui a marqué, parce que c'est vrai qu'il fait une belle phase de groupe, et au moins, ça le récompense. Et puis, eux, pour moralement, tu vois, tu restes invaincu. Alors, c'est peut-être pas grand-chose. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est vrai que Zal a dit beaucoup de bonnes choses, mais si on tabasse la Pologne dimanche, honnêtement, ce match, on l'aura tous oublié, quoi. Moi, je pense que c'est anecdotique, honnêtement. Honnêtement, on avancera très sereinement, mais la démarche de la FFF, je peux la comprendre sur le coup de faire cette requête. C'est surtout qu'est-ce que ça aurait donné s'il y avait un vrai enjeu, une équipe avait été éliminée à cause de ça, ou alors tu passes de la première à la deuxième place. Là, par contre, ça aurait été une autre histoire. On va dire, heureusement, entre guillemets, que ça n'a pas d'impact sur les qualifiés, quoi, on va dire. Après, un autre cas d'école un petit peu plus récent quand même, c'est le coup de boule de Zidane en 2006 où la VAR a été utilisée alors qu'elle n'existait même pas. Bah ouais, c'est une situation. Il n'y a pas de carton rouge. Un petit peu bizarre. Il l'a pas vu, donc voilà. Bon, après, mais pour le coup, quand c'est mérité, c'est mérité. La Zidane avait abusé. Mais bon, là, c'est un cas, on comprend. Moi, je comprends pas. Encore les premiers, c'est pour revenir sur ce cas d'école. On a encore été les Zidane, premiers. il avait abusé, tu vois. Il avait abusé sur ça. Tu vois, quand c'est justifié encore, bon, qu'est-ce que tu veux.
C'est ça le truc. Après, il y a des règles. Après, il y a des règles, normalement. Certainement. Mais quand ça va quand même dans le sens du truc, bon. De toute façon, la France, elle aime bien être dans les trucs, les premières. On a été aussi la première équipe à mettre le but en mort subite et après ils l'ont retiré. Premier but en or, premier but validé par la VAR, enfin penalty validé par la VAR en Coupe du Monde, tout ça. On est des pionniers, Ok, et bah écoutez les gars, sur ça on va clôturer ce point bleu et on parlera sur les émissions de ce week-end, on parlera bien sûr de ce France-Pologne qui sera donc l'affiche pour les Bleus. Alors parlons maintenant des matchs du jour et on va commencer par ce Canada-Maroc avec la qualification donc du Maroc, le Maroc qui s'impose 2-1. Alors, deux visages dans ce match, Bruce. Vous me direz si les matchs que vous avez choisi de regarder principalement, si vous avez plus choisi le Croatie-Belgique ou le Canada-Maroc. Mais on a vu deux visages de cette équipe marocaine. Peut-être une première période un peu plus maîtrisée où le Maroc a profité de la bourde du gardien et a un petit peu plus dominé. Et puis cette deuxième période où les Canadiens forcément se sont un petit peu lâchés. La Coupe du Monde clairement se terminait pour eux. Ils ont un petit peu plus donné. Comment t'analyses cette rencontre, Bruce ? Alors moi j'avais les deux matchs, mais j'avoue que j'étais un peu plus sur l'autre match, vu qu'en plus le Maroc avait fait la diff assez rapidement, même si c'est vrai qu'on a le sentiment qu'en deuxième mi-temps ça a été plus compliqué et que le Canada aurait peut-être pu aller chercher un point. Après la première mi-temps ça a été intéressant comme tu l'as dit, Ziyech qui fait vraiment son boulot, parce que bon, même s'il y a une bourde du gardien, il la met très bien et ça permet de lancer son équipe et enlever beaucoup de pression. Aguerd, bon, il y a un CSC, on va pas trop l'accabler parce que voilà, ça arrive et c'est vrai que la charnière avec Saïs et tout, ça fait le boulot dans cette Coupe du Monde. Et Nessiri aussi, pour le coup, c'est vrai qu'il était assez critiqué, qui met son but, qui est vraiment pas évident à mettre sur une très belle passe d'Hakimi. La passe est assez incroyable. Donc, j'ai envie de te dire, tout ça, c'est bien pour le Maroc, pour la confiance, même si en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué. Mais après, tu es peut-être aussi un peu plus peut-être dans la gestion, même si c'est pas confiamment, tu vois, forcément, il se passe beaucoup de choses dans ta tête. Au final, il termine premier, c'est assez incroyable. C'est vrai qu'on ne l'avait peut-être pas vu venir avant la Coupe du Monde, donc énorme perf. Et puis voilà, plein de choses intéressantes. Et j'ai envie de te dire que c'est mérité au vu de ce qu'ils ont proposé dans ce groupe. Donc bravo aux Marocains. Ouais, non, c'est ça. Zal, pareil, le Maroc qui vient un petit peu mettre un rayon de soleil sur le football africain, parce que le football africain, on l'a dit pendant cette Coupe du Monde, a eu quand même pas mal de difficultés. Content pour cette qualif, au début, et ça s'est mieux passé sur la suite. En tout cas, voilà, deuxième équipe qui accède au 8e. T'en penses quoi ? Moi, j'étais plus justement sur le match Canada-Maroc, vu que j'avais mon match dessus. Il fait jamais rien sans rien, lui. En plus, ils mettent le 2-1, donc je me suis dit, ça peut peut-être passer. Et franchement, j'ai pas pu voir la fin du match, donc j'y ai quand même cru dans la voiture, mais finalement, non, avec la barre sur la ligne, enfin le ballon sur la ligne. Ouais. Mais moi, je trouve quand même qu'on peut tirer un coup de chapeau pour le Canada qui est maintenant, on peut considérer comme une équipe, une bonne équipe de foot, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, tu vois. Et après, je suis assez content pour le Maroc. De toute façon, dès qu'il y a une équipe africaine qui perf, je suis toujours content. Ça met en valeur le football africain. Et puis, faut pouvoir... pour moi, il n'y a pas que les Européens dans le foot, donc ça donne une nouvelle opposition. Et j'espère qu'il y en aura une qui aura encore même le Ghana qui va se qualifier, j'espère. Et le Sénégal, c'est fait. Donc, en vérité, on a pas mal d'équipes africaines. Ça peut faire 3, quoi. Ouais, si le Ghana se qualifie. 3 sur 5, belle perf. Surtout après la première journée où il n'y avait pas eu une victoire. 3 sur combien de qualifiés ? 5, non ? 5, ouais. En tout. Ouais, tu vois, c'est plutôt correct. C'est un très bon ratio. Et puis, ça met en avant le football africain. Et ça, c'est une bonne chose pour eux. Il y a le Cameroun aussi, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Non, le Cameroun, ça va être très 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 difficile, même si tu vas affronter une équipe du Brésil, peut-être avec ses remplaçants. Apparemment l'équipe B, c'est pas l'équipe B de la gueule, je te le dis. Voilà, c'est ça, c'est que c'est des mecs qui là-bas, à mon avis, jouent aussi leur place dans l'équipe A. Le sélectionneur a doublé les postes. Voilà. Enfin, mis à part Militao, mais il a doublé les postes.
Donc ça va être très difficile pour le Cameroun. Scipion, je me tourne vers toi maintenant. Ces Marocains, est-ce qu'ils t'ont séduit? Comme d'habitude, hein, on essaye de voir un petit peu pour la suite parce que, comme on l'a dit, c'est peut-être pas l'équipe qu'on voyait se qualifier avant que cette Coupe du Monde démarre. Mais maintenant, le Maroc, faut quand même les prendre un minimum au sérieux. Hein. C'est pas Après, non ils n'ont plus. pas de chance au tirage, par contre. Hein, putain. Oui, bon. Après ça c'est le jeu. Ouais, mais ils ont vraiment pas de bol. Tu croises avec un gros groupe parce que ça peut être Espagne, Allemagne, voire Japon, Costa Rica s'il y a un peu de folie ce soir. Mais oui, forcément très séduit parce qu'on savait que cette équipe avait des qualités, tu vois, notamment sur la ligne défensive. Ça termine avec un seul but encaissé, un but un peu gag. Donc honnêtement, dans ce groupe-là, déjà chapeau. Bounou, bonne nouvelle parce qu'il est revenu de son petit malaise, donc il est en forme, et ça va compter pour la suite. Mazraoui, pareil, qui avait pris un coup, qui tire le choc. Hakimi, superbe passe sur le deuxième but. Enesri, et là Enesri, Bruce a cité son nom, et c'est très important ce but pour moi, parce que le numéro 9 du Maroc n'avait pas encore marqué. On sait que c'est compliqué avec lui, la dynamique avec Séville. Il avait besoin de ce but, même dans un match comme ça contre le Canada, qui était peut-être pas le plus primordial. Pour accumuler de la confiance, honnêtement, je pense que ça peut vraiment le décanter. Je pense qu'au milieu de terrain, dans la production, Ounahi, Sabiri peuvent faire encore mieux, ou même Amala. Donc il y a encore, tu vois, une petite marge de progression, c'est intéressant. Après, tu me demandes sur la suite, honnêtement, que ce soit l'Espagne, où on sait que voilà, le contexte géopolitique aussi va être un petit peu particulier, ou même l'Allemagne, honnêtement, il y a pas de complexe à avoir. Honnêtement, cette équipe, déjà, défensivement, elle peut bien résister. Et puis, en plus, Ziyech, ça a retrouvé un petit peu de sa magie. On sait que c'est un joueur qui a une carrière en club qui est un peu paradoxale. Tu vois, hier, j'ai fait une chronique sur les joueurs un peu irréguliers en club et qui brillent en sélection. Il aurait pu, hein. À ce rythme-là, Ziyech, il va la rejoindre parce qu'honnêtement, vu ce qu'il montre depuis le début de cette Coupe du Monde, il m'enchante et en plus, voilà, il porte cette équipe offensivement. Donc voilà, tous les feux sont ouverts pour le Maroc. Il n'y a plus qu'à attendre l'adversaire. Ils viennent à l'AC Milan cet hiver. Bah franchement, s'il veut y aller depuis un moment, on en a besoin. Ça lui ferait du bien de jouer aussi, pourquoi pas. Il manque un mec côté droit au Milan. Franchement, le Ziyech de cette Coupe du Monde, je prends tous les jours au Milan, ouais. Ouais, c'est des joueurs comme ça qui peuvent aussi profiter de la vague de la Coupe du Monde pour derrière bien se relancer. Bruce, quand on voit cet effectif marocain, on l'a vu il y a quelques secondes à l'écran, est-ce qu'on se dit pas finalement que cette équipe, elle est quand même bien complète? Honnêtement, on va pas tenir la comparaison avec d'autres grosses nations, mais très honnêtement, quand on les voit et quand on voit ce qui a été produit, franchement, moi je dis pourquoi pas en fait. C'est sérieux, parce que tu as une colonne vertébrale qui est aussi intéressante. Tu as un goal quand même d'expérience, un bon gardien. La charnière, on l'a dit, ça fait vraiment le boulot. Et déjà, c'est une des conditions, tu vois, où tu peux poser beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Offensivement, il y a du talent. Le buteur a enfin marqué, comme l'a dit Scipion. Donc voilà, on sait que parfois, chez un buteur, la confiance, ça va, ça part, ça va très vite. Et donc, ça peut déclencher peut-être quelque chose chez lui. Au milieu aussi, il y a de la qualité. Les latéraux, on les connaît aussi. Donc, honnêtement, c'est sérieux, quoi. Alors après, si ça joue l'Allemagne ou l'Espagne, c'est sûr qu'ils partiront pas favoris. Mais vu l'esprit combatif de cette équipe, vu la poule qu'ils ont faite, en tout cas, ils auront à quoi jouer, quoi qu'il arrive. Voilà, il faudra qu'en face, même si c'est l'Espagne ou l'Allemagne, il faudra faire un match sérieux de leur côté, parce que s'ils laissent une ouverture, c'est sûr que le Maroc, ils vont pas se faire prier pour en profiter. Donc, non, ils vont être respectés, ils vont pas être pris à la légère après ce qu'ils ont fait, ce qui sortent premier d'une poule quand même très très sérieuse. Donc voilà. Zal. Moi, j'allais dire, ça sera pas un France-Pologne, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. Après, attendons, même si ça paraît facile contre la Pologne, attendons. Oui, évidemment, on va se méfier. Par rapport au jeu produit, il n'y a pas photo, quoi. Oui, non, mais ça, les gars, on aura le temps de parler de ce France-Pologne, hein, bien sûr, dans les prochaines émissions. Messieurs, le timing, encore une fois, je suis désolé, je le redis, mais il est très serré, on a beaucoup de choses à voir. On va maintenant parler de ce Croatie-Belgique, avec donc l'élimination de la Belgique, mais une élimination quelque part qui était presque attendue, avec tout ce qui se disait, avec tout ce qui sortait sur cette équipe, et avec tout simplement le niveau de jeu proposé, et puis même voilà le niveau de jeu de certains joueurs, hein, on l'a vu, hein, on peut je vous en parlais en off, mais c'est vrai que De Bruyne, on ne l'a pas reconnu sur cette Coupe du Monde. Il y a Lukaku qui était en manque de rythme et qui n'a pas pu on l'a vu, là, participer. Sur ce match, il était en manque de rythme. Oui, je pense qu'on a eu l'occasion de le voir. Cette défense vieillissante. Voilà, il y a un truc qui ne collait pas avec la Belgique. C'était peut-être pas leur année, là, pour le coup. Vraiment, on l'a vraiment ressenti. Ambiance de merde aussi. L'ambiance, tout à fait, l'ambiance qui était pas du tout au rendez-vous. Bruce, on n'est pas surpris de les voir sortir. On n'est pas surpris. Avant la Coupe du Monde, moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi catastrophique, même si on sentait que c'était pas le prime de la Belgique comparé à ces dernières années, on va pas se mentir. Mais moi honnêtement, j'attendais quand même bien mieux. On parle de la Belgique qui au final
mais qui au final a perdu qu'un match. Hein. C'est ça qui est fou. On a l'impression qu'ils ont perdu leurs 3 matchs, ils ont perdu qu'un match. Ouais. Mais bon, c'est pas ce que t'attends de la Belgique. Oui, non, mais en fait, comme l'a dit Zal, le truc, c'est que c'est parti en couille dès le début et voilà, ça aide pas. Il y a eu des choix discutables peut-être de l'entraîneur qui aurait peut-être dû tenter des choses un peu plus tôt parce qu'il y avait pas mal de joueurs en méforme plutôt que de s'appuyer toujours sur les mêmes joueurs. Et sur ce match-là, j'ai envie de te dire, tu peux presque avoir des regrets parce que tu as quand même des occasions de malade, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est pas un scandale qu'il y ait match nul ou quoi, tu vois. Et même la Croatie, ils auraient pu gagner d'un but, il n'y avait pas de scandale aussi. Mais en soi, la Belgique a quand même de sacrées occasions, notamment avec Lukaku, qu'on a 2 énormes. Enfin, c'est bizarre ce que je viens de dire. C'est incroyable, ouais. Non, mais les occasions ratées par Lukaku, c'est incroyable. Ouais, il y a des. Je sais, j'ai entendu, on a entendu. Mais c'est vrai qu'il y a des occasions de malade. De Bruyne, on l'a quand même senti un peu mieux, même si c'était pas flamboyant, mais c'était à l'image de la Belgique. Il a donné quand même quelques bons ballons. Il y a Doku qui a foutu un peu la pagaille aussi par moment. Ils ont eu des vraies situations et ils auraient pu s'en sortir, quoi. C'est ça qui est assez fou. Après, on va dire qu'ils ne se sont jamais affolés. La Croatie, tu as un Gvardiol qui est extraordinaire. Lui, je ne sais pas combien il partira quand il partira, mais ça va coûter extrêmement cher, même si on le savait déjà, on le connaissait déjà. Ouais. Mais là, avec ce qu'il montre en plus, voilà, on sait que la Coupe du Monde, c'est une vitrine et ça peut faire monter un peu les prix. On le voit chez certains joueurs. Mais c'est juste incroyable. Et puis après, tu as l'expérience avec leur fameux milieu de terrain, les Croates. On sait que c'est des mecs qui arrivent à garder le ballon, qui arrivent à gratter un peu de temps, etc. Et au final, ils s'en sortent, quoi. Ils s'en sortent. Au vu de la poule, c'est sûr que la Belgique méritait pas forcément de se qualifier, mais ils auraient pu, au final, en étant assez catastrophique, une grande partie de cette CDM, ils auraient pu presque se qualifier au détriment de la Croatie. Donc, c'est assez fou. Mais en tout cas, il y a un gros boulot pour ce qui va suivre derrière. Bon, je ne sais pas s'il y aura un changement d'entraîneur, mais il y a des chances. Mais il y aura un gros boulot à faire derrière pour celui qui va arriver parce qu'il y aura un gros trait à faire. Il y aura peut-être un basculement de génération. Il faudra redistribuer les cartes parce que cette équipe en a besoin et c'est quand même un énorme gâchis parce que oui, il y a certains joueurs, c'était vieillissant, mais sincèrement, il y avait quand même moyen de faire mieux et en faisant juste un peu mieux. Parce que là, tu le vois au final, ils se font éliminer de justesse en faisant juste un peu mieux. Il y avait peut-être moyen d'aller chercher la qualif. En fait, tu te dis que la Belgique a commencé à jouer à la 70e minute de ce Croatie-Belgique, quoi. Tu te dis qu'elle a commencé sa Coupe du Monde là, même s'il y a eu la victoire contre le Canada au début. Mais bon, on sait très bien dans quelles conditions cette victoire est arrivée. Mais oui, on a la sensation que cette Belgique n'a pas joué cette Coupe du Monde, quoi. Ils sont très clairement passé à côté. Un petit mot sur la Croatie, du coup, Scipion. À quel niveau est-ce que tu les places après avoir vu cette phase de poule? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des matchs peut-être un peu plus durs que d'autres. Et là, ce match qui a été quand même bien mieux maîtrisé de la part des Croates. Mais c'est pas le Brésil qui joue? Excuse-moi, Braque, c'est qui joue le Brésil? C'est Espagne ou Allemagne, ils croisent à... Non, je dis de la merde, putain, mais je confonds tout maintenant. T'inquiète. Bah oui, je suis con, c'est le groupe dont on parlait, je confonds tout, moi. Il y a eu, Scipion, une maîtrise collective quand même bien plus nette, en tout cas sur les 2 derniers matchs, et même sur celui-là quand même, on a vu beaucoup de situations pour les Croates. À quel niveau est-ce que tu les places là? Bah déjà, je pense qu'on assiste à l'émergence d'un très très grand défenseur central avec Gvardiol. C'est vrai. Parce que honnêtement, sa phase de groupe, elle est hyper solide. Le nombre de sauvetages, de duels remportés, c'est assez fou. Donc je pense qu'il sera dans beaucoup d'équipes type de cette phase de groupe. Honnêtement, il m'a bluffé. Après, c'est un peu paradoxal parce qu'honnêtement, ils se sont lâchés contre le Canada une fois qu'ils avaient enfin réussi à marquer. Mais on a le sentiment que dans la production offensive, Mandzukic, c'était pas peut-être un ballon d'or en puissance, mais c'était quand même un joueur qui faisait énormément de différence. Et j'ai l'impression qu'il leur manque ça. Alors c'est vrai que Kramaric a marqué un doublé, mais j'ai un sentiment, tu vois, qu'il manque quand même ce neuf capable dans les matchs un peu tendus de faire la différence. Après, tu vois, Maroc, Belgique, ils n'ont pas encaissé de but, donc ça fait la différence. Et ils passent au tour suivant, et que ce soit l'Allemagne ou l'Espagne, ce sera un gros morceau, ou même le Japon, on verra. Mais quoi qu'il arrive, c'est difficile à jauger. Et en même temps, la maîtrise du milieu Modric, Brozovic, Kovacic face au Canada m'a impressionné. Est-ce qu'ils peuvent faire ça contre une adversité un peu plus grande? J'espère pour eux. Mais en tout cas, on parlait un peu de génération pour la Belgique. Là aussi, on sent qu'il leur manque une petite transition. Je sais pas. C'est vrai que par exemple, le chat cite le gardien. C'est vrai que Livakovic, même à l'Euro, je l'avais pas trouvé ouf. Et à un moment, c'est avec Gvardiol où il sort pas. Avec Gvardiol, il attend qu'il prenne la balle et même Lovren, il va l'embrouiller derrière. J'avoue, incompréhensible. Moi, je suis totalement d'accord. Après, c'est vrai que par exemple, un Petkovic qui a un beau bébé en termes de gabarit peut avoir ce rôle de 9 remiseur, de 9 pivot à la Giroud. Mais voilà, en tout cas, peut-être que leur compétition va vraiment démarrer en 8e parce que j'ai l'impression que dans la production collective, je suis pas encore à 100% convaincu. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Mais en tout cas, ils ont bien géré. Et encore une fois, chapeau à Gvardiol parce que c'est un joueur qu'on suivait du côté de Leipzig. Mais là, faire ça en Coupe du Monde à 20 ans, c'est une autre dimension, ouais.
Mais on a senti, en tout cas, sur ce match, qu'ils avaient un peu plus de jambes, les Croates. Et au fur et à mesure que le match avançait, forcément, tu avais une équipe en face qui, elle, avait plus grand-chose à jouer. Ils devaient absolument chercher la qualif. Donc forcément, ça les a obligés à reculer. Mais on a revu par moments peut-être une Croatie qui avait été très séduisante, notamment sur la Coupe du Monde 2018, mais aussi sur l'Euro. Donc c'est vrai que les Croates, quelque part, il faudra toujours continuer à s'en méfier. Hein. Il y a quand même de la qualité, il y a quand même du talent. De toute façon, avec leur milieu de terrain. Voilà, quand tu vois leur milieu, Perisic, là, il avait des jambes. Modric, on va pas s'étaler là-dessus, mais on sait très bien. Ouais, non, je pense que les Croates, c'est une équipe qui sera quand même importante là sur ces huitièmes de finale. Zal, peut-être un mot sur la Belgique pour conclure sur ce match-là. Cette génération là qui arrive au bout. Comment tu vois la suite, toi, pour les Belges? La suite, elle va être longue, hein, je pense, de renouveler un 11 comme ils avaient en 2018, ça va être très très compliqué parce qu'ils avaient quand même en quelque part une Dream Team en 2018 qui était déjà à cette époque-là en fin de cycle, qui était, on va dire, une moyenne d'âge de 27 ans, 28 ans, je crois. Mm-hmm. Et non, ça va être long, hein, je pense, pour renouveler une bonne équipe. En même temps, t'apprends par les défaites, hein, comme nous avec l'équipe de France, on a eu une mauvaise période bien avant 98 et ça nous a aidé à nous reconstruire. Donc, en général, c'est assez long, ça peut prendre 4 ans, 8 ans, voire plus. Regardez, l'Italie, c'est pareil. Ouais. Donc, je pense que ça va prendre du temps et je pense que Kevin De Bruyne aussi a tout dit. Hein. Ils ont raté le coche en 2018. C'était le moment de faire quelque chose, ils ne l'ont pas fait. Voilà. Ouais, c'est presque comme s'ils avaient raté leur moment, quoi, les Belges. En tout cas, oui. En effet, ça va être difficile. C'est acté. On peut pas. C'est acté. Hein. Et d'ailleurs, la Belgique, c'est pas simple parce que on se souvient qu'eux aussi, ils en ont eu des grosses traversées du désert, hein, des périodes Bruce, les années 2000. Ouais, voilà, en remontant dans les souvenirs. Il y a eu des périodes où la Brésil. Je me souviens. Ouais. Oui. Après, il y a des joueurs encore. Il y a des joueurs sympas qui arrivent. Tout n'est. Ouais. C'est juste qu'il faut rebâtir, faut faire le tri, quoi, entre guillemets. Tu vois. Bon, c'est dur de dire ça, mais il y a certains joueurs où il faut tourner la page définitivement et faire confiance un peu plus aux jeunes et construire tranquillement, peut-être en vue de la prochaine Coupe du Monde, en sachant que bon, il y aura l'Euro, etc. Il y aura d'autres trucs entre-temps. Reconstruire tranquillement, voilà, avec un nouveau groupe, c'est tout. Juste un dernier truc, oui, en fait, il n'a pas su faire ce que Deschamps a fait, c'est-à-dire renouveler son effectif. Et là, il est arrivé presque, je ne vais pas dire la même équipe que 2018, mais pas loin, tu vois. Nous, on n'avait que 9 joueurs titulaires, 9 joueurs sur les 23 de 2018. Après, c'est pas le même nombre de joueurs. C'est pas le même vivier. Voilà. Ouais, c'est pas le même vivier. Certes, mais les Pays-Bas, c'est un petit pays aussi et ils se renouvellent toujours quand même. Donc, moi, le truc c'est pas le même vivier, je peux l'entendre, mais il y a plein de pays qui n'ont pas de vivier de la France et ils l'auront jamais. Et pourtant, ils arrivent à se renouveler quand même. Bon, en tout cas, la Belgique, hein, on l'acte maintenant qui voilà, sort de cette Coupe du Monde, et la Croatie qui accompagne le Maroc en 8e. On va maintenant parler de l'Argentine. Il faut quand même revenir sur ce match-là. Hein. Oh là là, j'ai dit le mot Argentine. Vous avez vu le smile de Bruce là qui s'est étiré. T'avais la haine hier, Braque. Hein. Non, j'avais pas la haine. Si t'avais la haine, t'avais pas de partir. Non, j'avais pas la haine. Je t'ai dit, franchement, je ne souhaitais pas forcément la qualification de l'Argentine. Moi, je suis honnête, hein, je dis les choses. Non, je dis les choses. Je ne souhaitais pas la qualification de l'Argentine. Pourquoi? Et je le dis là à l'antenne. Non, pas du tout, pas parce que je les aime pas, parce qu'il y a trop de Français qui supportent l'Argentine et ça, je ne comprends pas. Ça me choque. Des mecs qui sont français et qui sont pour l'Argentine pour je ne sais quelle raison. Et je ne comprends pas. Mais du coup, Braque, tu souhaitais pas la qualif du Portugal aussi, parce qu'il y a beaucoup de fans de Cristiano, par exemple. Mais si, c'est la même chose. Non, l'Argentine, c'est bien pire. Alors l'Argentine, c'est parce que toi, Braque, tu préfères Cristiano, du coup, ça te dérange moins, mais tu retiens. C'est ça le dilemme, Braque. Non, je suis pas d'accord. Non, Bruce, souviens-toi sur le France-Argentine de 2018. Le nombre de Français qui étaient pour l'Argentine et qui ont célébré quand l'Argentine a marqué. Bon, derrière, ils perdent, hein, le match s'est joué. Mais le nombre d'Argentins qu'il y avait ce jour-là, moi, ça m'a franchement choqué. Ça m'a choqué, je te le dis. Braque, demain, fait un France-Portugal, tu vas voir le nombre qui vont être de Français qui vont être pour Cristiano. C'est pas la même, Bruce. Je crois que tu sous-estimes, Braque.
Non, mais il y a une grosse communauté portugaise en France. Quand tu fais un match au parc ou au Stade de France, ils sont là. Non, mais après, on va pas faire une étude sociologique de s'il y a plus de Portugais ou d'Argentins en France. Mais la vérité, c'est que là, l'Argentine par rapport à la France, franchement, je vais pas me répéter, mais ça se voit quand même, les gars. Ça se voit. Il y a un truc qui. Mais parce que Break, moi, j'arrive pas à expliquer. Tu peux pas en vouloir aux gens d'aimer le football. Du coup, par définition, d'aimer Messi et de lui souhaiter une belle fin pour sa dernière Coupe du Monde. Non, mais de souhaiter que ça se passe pas trop mal. Où est le problème là-dedans? Moi, c'est pour ça que je te dis que j'en fais partie. Mais ici, vous connaissez mon amour pour lui. J'adore le foot et Messi est mon joueur préféré. Je voulais pas qu'il sorte en poule. Ça aurait été très moche qu'il sorte en poule. Voilà. Il est même pas du côté de la France. C'est même pas une question de c'est la France. Rien à voir. C'est lui souhaiter qu'il ait au moins une belle sortie pour sa dernière CDM. C'est tout. On voit pas ce qu'il y a de mal à ça, Braque. Zal, je réponds en une phrase et je te laisse parler. Hein. Moi, je souhaite une belle sortie à Cristiano aussi. Non, moi, je te parle de moi, même si j'ai une préférence pour Messi. Mais je respecte Cristiano et aussi. Je veux pas que Cristiano sorte en poule. Je voulais qu'il se qualifie à la Coupe du Monde aussi. Tu vois, parce qu'à un moment, ça pouvait affronter l'Italie. On ne savait pas qu'il allait passer. Ça aurait été très moche de ne pas voir Cristiano potentiellement pour sa dernière Coupe du Monde. Ça aurait été très moche de le voir sortir en poule. C'est la même chose. Ces mecs-là méritent une bonne sortie. Terminé. Et t'inquiète pas. Je vais te passer la parole, Zal. Hein. Mais Bruce, moi je t'attaque pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que, et d'ailleurs, je pense que tu m'avais même déjà entendu une fois dire dans l'émission que, honnêtement, si Messi terminait sa carrière sans avoir gagné une Coupe du Monde, ce serait triste parce que c'est un joueur qui mérite de gagner une Coupe du Monde, tu vois. Moi, c'est pas contre Messi, c'est pas contre l'Argentine que j'ai un problème. Moi, c'est contre ceux qui sont pour l'Argentine alors qu'ils sont français. C'est pas des mecs comme toi qui souhaitent à Messi d'avoir une belle fin. C'est que les mecs vont voter pour l'Argentine plutôt que pour la France. C'est pas normal, ça. Il y en a plein qui sont français qui sont pour un autre pays pendant la CDM, Braque. Bah ouais, mais moi je peux pas comprendre ça. Oui, Zal. Déjà en club, on a beaucoup de Français pour le Real, le Barça, Liverpool. Pour l'Angleterre, donc. Pour le Bayern, alors qu'ils sont français. Donc franchement, on est le pire pays pour ça déjà d'une. Mais moi, je voulais juste revenir sur l'Argentine. Moi, tu sais que Messi, je le porte pas spécialement dans mon cœur. Pour sa personnalité, pour ce qu'il dégage. Après, en termes de football, il n'y a rien à dire. Hein. C'est éternel débat. mais par contre, moi, pour l'histoire, pour le truc, moi, depuis le début, j'ai dit l'Argentine, juste pour ça, en fait. J'ai envie de voir Messi gagner une Coupe du Monde, parce que voilà, c'est l'Argentine. L'Argentine, c'est le football. Pour moi, j'ai envie de voir l'Argentine gagner cette Coupe du Monde. Point. Pour Messi surtout. Et voilà. Et pourtant, je ne le porte pas dans mon cœur, mais j'ai envie de voir ça. Non, mais ça s'entend. Après, je suis pour la France, évidemment. Mais si Messi gagne la Coupe du Monde, franchement, ce serait peut-être une des plus belles Coupes du Monde depuis très longtemps. Quoi. Bah, en tout cas, ce serait quelque chose de grand. Départ, surtout ça, c'est sûr. Le départ de cette équipe. Il viendrait de très loin. Et en plus, ils montent en régime, comme on avait plus ou moins dit. Moi, quand ils ont perdu le premier match contre l'Arabie Saoudite, vous pouvez regarder les émissions. Pour moi, j'étais clairement serein. Je savais que... Enfin, je savais. Je doutais pas de l'Argentine qu'ils allaient gagner leurs 2 prochains matchs et finir premier de leur poule. Je m'en rappelle. Ouais. Non, mais je vous crois. Bruce, on va te laisser conclure hein, sur l'Argentine. On va quand même passer la parole un peu à Scipion. Scipion, cette équipe d'Argentine qui a changé un petit peu de visage, s'est régénérée dans son effectif. Il y a eu quand même pas mal de changements importants au niveau de la composition. Et puis, on a vu quand même une domination très, très nette, hein, très, très large des Argentins face à ces Polonais qui n'ont pas proposé grand-chose, qui d'ailleurs se qualifient. Pareil, hein, pour la suite, encore une fois, est-ce que c'est bon signe pour l'Argentine qui a retrouvé quand même des couleurs ? Ouais, je pense que le groupe dont dispose Scaloni physiquement était dans un état un peu précaire à son arrivée au Qatar. On l'a bien senti avec les changements, un frère Correa qui en remplace un autre, Nico Gonzalez qui laisse sa place à Almada, et on l'a vu sur le premier match contre l'Arabie Saoudite quand ils en sont rentrés dedans, ils ont vraiment pas su répondre, que ce soit De Paul ou Paredes. Et Scaloni, en fait, il a fait petit à petit des ajustements, quitte à vraiment bousculer la hiérarchie, parce qu'on va se retrouver sans doute en 8e de finale avec un Alvarez titulaire et Enzo Fernandez. Trop fort, lui, hein. Vraiment très fort, lui. Alvarez et McAllister aussi, peut-être, ouais. Bien sûr, non, McAllister, évidemment, il a gagné sa place, homme du match hier, joli but, c'est un joueur, en fait, il est dans l'intensité qu'il est avec Brighton, et c'est un joueur qui se déplace extrêmement bien sur le terrain, qui sent bien les coups, donc que ce soit pour accompagner le jeu offensif et même se replacer, c'est un mec qui est super intelligent, je pense que c'est le type de joueur qu'adore les coachs, et j'ai le sentiment que l'Argentine, Zal l'a dit, c'est vrai que
l'accident contre l'Arabie Saoudite, c'est bien qu'il soit arrivé dès le premier match. Au moins, c'est fait, tu passes à autre chose. Et honnêtement, ils ont bien su évacuer ça parce que, mine de rien, Pologne et Mexique, bah, t'étais un peu dos au mur, tu devais pas te rater. Et au moins, ils ont géré ça. Alors oui, tout n'a pas été parfait dans la production offensive. Le penalty raté en première période, mais on l'a revu hier. Enfin, c'est plus Chesney qui le sort que Messi qui le rate parce que l'arrêt, c'est un truc de fou furieux. Et d'ailleurs, la Pologne, au passage, s'ils sont en 8e, c'est 99% grâce à ce gardien parce que honnêtement, il a refait une phase de groupe. Apparemment, ils ont travaillé les pénaux là, à l'entraînement. J'ai vu le truc de l'équipe. Ils veulent nous emmener, comme prévu, dans un bourbier là. Alors, essayez de tenir le bus avec Kamil contre Mbappé. Je suis très très curieux de voir ça parce que ça va être une mission assez spéciale dimanche. Mais oui, pour terminer sur l'Argentine, voilà. Je pense que Scaloni, c'est bien parce qu'il tâtonne, mais au moins il essaie de trouver des solutions, de mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions. Le circuit Messi, Di Maria qui est respecté, mais les jeunes comme Alvarez et Enzo Fernandez qui n'ont que 22 et 21 ans qui s'imposent dans cette équipe. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est un coach qui n'a pas peur de bousculer certains cadres. Alors que tu vois, Lautaro, il était installé en équipe depuis 1 an et demi, 2 ans, qu'il avait fait de très bonnes choses avant, mais quand tu passes à travers de 2 matchs en Coupe du Monde, tu es obligé de changer, de tester autre chose, et pour le coup, Alvarez a su saisir sa chance. En tout cas, pour peut-être revenir sur la Pologne, c'est sûr que s'il y a un joueur sur lequel on devra avoir des craintes, ce sera Szczęsny, parce que là il fait une très bonne Coupe du Monde, lui, pour le coup. Vu que Lewandowski, j'allais dire. Non. Bon, après, mais ça reste une menace aussi, hein, ça reste une menace aussi. Non, mais Lewandowski, pour le moment, il peut rien faire. Le mec, il est seul. Oui, il est pas aidé. C'est comme Lozano sur les premiers matchs que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire? C'est les mecs, tu les envoies au casse-pipe, tu peux rien faire. C'est dur ceux qui tapent sur Lewandowski, parce que honnêtement, la production de la Pologne, elle met pas du tout en valeur, même un Zinski qui est un super joueur avec Naples. Franchement, c'est envoyé au charbon, casse-pipe, comme tu dis. Et honnêtement, faut juste essayer de lui donner un petit peu de bon ballon, mais honnêtement, c'est très dur, quoi. Enfin, là, on le met pas dans les bonnes dispositions, quoi. Non, mais vous faites très bien de le dire, hein, parce que c'est vrai que parfois certains vont tomber sur lui de manière assez injuste, donc c'est bien de le mentionner. Bruce, alors, qualification de l'Argentine. C'est vrai qu'en tout cas, l'Argentine a fait peur. Non, mais il faut se dire la vérité, l'Argentine a fait peur sur son début de mondial, mais là, c'est quand même bien rassuré. En fait, on cherchait la formule véritablement pour l'Argentine, savoir comment mieux jouer, quels étaient les joueurs qui pouvaient apporter un petit peu de souffle et de dynamisme. Et finalement, Scaloni a l'air d'avoir trouvé quand même une formule, une recette. Comme l'a dit Scipion, c'est vrai qu'il a su s'adapter. Au début, il avait pondu une compo avec Papou, dans une sorte de 4-4-2 avec Papou sur le côté qui rimait à rien, plutôt de rajouter sûrement un joueur au cœur du jeu. Et voilà, ils se sont fait punir par l'Arabie Saoudite. Et moi, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que valait mieux pour eux que ça arrive dès le début. Au moins, ça leur a permis de rectifier le tir très vite, de surfer sur les joueurs qui étaient peut-être un peu qui étaient en forme, justement. Et peut-être pas se dire, tu vois, comme la Belgique, à vouloir forcer avec des joueurs si ça va pas, tu vois. Et donc, être prêt à mettre Alvarez à la place de Lautaro. Lautaro, c'est quelqu'un en Argentine. Hein. La Copa qu'il fait, tout ce qu'il fait depuis quelques temps, c'est très fort. Mais je pense que même Lautaro l'a compris, etc. Là, il va sûrement resservir et peut-être qu'en 8e quart, s'il passe, il va apporter quelque chose et ça va redevenir un très bon Lautaro. Mais en tout cas, sur le moment, Alvarez, assez incroyable et c'est bien de surfer sur ça. Et voilà, Enzo, McAllister, etc., d'avoir changé vite des joueurs, c'est une très bonne chose. Après, on sait qu'avec cette équipe d'Argentine, tout n'est pas parfait, ce sera peut-être pas toujours l'équipe la plus belle à voir jouer. Mais au moins, là, tu sens qu'il y a des joueurs qui peuvent répéter un peu plus ses efforts. Ça court plus autour de Messi, notamment, parce qu'on sait que lui, c'est pas son plus gros point fort, notamment à la perte du ballon. C'est pas celui qui va courir pour essayer de récupérer le ballon. Donc voilà, au moins, tu as une équipe un peu plus travailleuse, avec des mecs un peu plus en forme, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont rentrés un peu en méforme dans cette Coupe du Monde. Et voilà, il y a une petite montée en puissance, il y a la confiance. Maintenant, on verra jusqu'où ils peuvent aller. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va un petit peu mieux, parce qu'après le premier match, quand même, ça partait de loin. On va en reparler de toute façon de l'Argentine pour la suite. Messieurs, info qui vient juste de tomber. Oui, si j'allais te le dire. Vas-y, je te voyais, je savais que tu étais sur l'info. Vas-y. Non, mais oui, après 6 ans de mandat, Roberto Martinez quitte son poste à la tête de la sélection belge. Donc, quand même, petit événement parce que c'était quelqu'un qui était là en place. Il a obtenu les résultats. Pas de titre, comme l'a dit De Bruyne, la génération 2018, c'était celle qui devait aller le plus loin. Mais pour le coup, curieux de voir comment la Belgique va préparer l'avenir et quel coach va être sélectionné. Ouais, parce que c'est vrai que Roberto Martinez, c'était un petit peu l'image, le symbole de cette génération-là. Et j'ai l'impression qu'il a bien compris que voilà, il était arrivé au bout et puis du coup, il laisse sa place. À voir comment ça va. De toute façon, là, tu pouvais pas rester après ça. Là, c'est évoluer. Tu tiens plus le groupe, ça va plus, tu régresses. Faut changer. Après, tu vois, mine de rien, l'Euro 2024 arrive dans 1 an et demi, donc ça va vite speeder pour trouver le
le bon remplaçant. Et franchement, le type de coach, parce que tu vois, ils sont allés chercher un coach PL qui a imposé un système avec 3 défenseurs. Franchement, il y a une vraie révolution. Ça va être Titi. C'est possible, c'est possible, hein, en vrai. Alors, honnêtement, si c'est Titi. Sort à l'Euro. C'est ça, ouais. Ce serait fou. Ah, ce serait vraiment une dinguerie. Ok, en tout cas, on a eu cette info. Maintenant, messieurs, on va s'intéresser au match du soir, ce fameux Allemagne-Costa Rica et ce Espagne-Japon. L'Allemagne qui va jouer sa vie, hein, très clairement, dans cette Coupe du Monde. Le Japon aussi, de l'autre côté. Enfin, plus ou moins tout le monde va jouer sa vie dans cette fin de groupe E. On va commencer par l'Allemagne. Et messieurs, on avait envie de revenir sur ce qui a été dit chez nos amis de Winamax, puisque eux aussi, vous le savez, font des émissions tous les jours, des émissions débrief sur la Coupe du Monde. Et Walid Acharchour a parlé de Thomas Müller. Il a parlé de son rôle et de son importance dans cette équipe allemande. Et je voulais qu'on l'écoute et qu'on puisse derrière réagir par rapport à ça. Tim, c'est quand tu veux. La réalité, Chid, je sais peut-être que tu n'as pas envie de l'entendre, c'est que Thomas Müller ne doit pas débuter dans cette équipe. Où tu veux, il ne doit pas débuter. Parce que sa dernière titularisation, c'est le 30 septembre contre le Bayer Leverkusen. Le 30 septembre, on est le 27 novembre. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt physiquement dans une compétition aussi exigeante physiquement qu'une Coupe du Monde. Et moi, je te dis que face au Costa Rica, je te mets les 3 Bavarois, c'est-à-dire je te mets le Roi Sané, Jamal Musiala, Serge Gnabry, derrière Füllkrug, avec un double pivot. Et que Thomas Müller, aujourd'hui, par rapport aux performances des mecs et par rapport à la forme des mecs et ce qu'elles peuvent apporter en termes de vitesse, en termes de création, Thomas Müller doit aller sur le banc. Il l'a essayé sur 2 matchs contre le Japon et contre l'Espagne. Son tour est passé. Merci beaucoup, Thomas. Et je te le dis, encore une fois, parce que ça peut. Et Thomas Müller est un super joueur, est un joueur qui a marqué son époque, le football allemand. Mais c'est un joueur aussi qui est très dépendant de l'animation. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais même Thomas Müller. Alors, messieurs, je pense qu'on peut vous lancer un sondage sur le chat. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec Walid Acharchour ou non? Est-ce que Thomas Müller doit quelque part tirer sa révérence? Bruce, je te voyais hocher la tête. Est-ce que tu es d'accord avec lui, toi? En partie. Après, tirer sa révérence, pas complètement. Il peut encore servir. Peu titulaire. Bruce, je suis désolé, je te coupe. Mais si là, t'enlèves Thomas Müller, c'est qu'il doit... C'est fini en vrai, en vérité. Non, mais déjà pour moi, il faut l'utiliser derrière un pur neuf, ce que tu veux, etc. Si tu veux, tu vois, potentiellement la meilleure version de Thomas Müller. Après, là où je peux être d'accord avec lui, c'est vrai que Gnabry, Musiala et Sané, la Sané, on le sait, qui a commencé la CDM un peu diminuée, on sait que c'est plutôt en forme et c'est très bon, tu vois. Ça, je peux l'entendre. Donc, si tu as Füllkrug en pointe, d'avoir les 3 juste derrière, pour moi, ça a de la gueule, il n'y a rien à dire. Après, je pense aussi que Thomas Müller, derrière aussi l'attaquant, ça peut être intéressant. Après, quoi qu'il arrive, tirer sa révérence, pas complètement, ce que tu sais qu'il peut, sur quelque chose, de toute façon, ce joueur-là, t'apporter et te faire la diff. Voilà. Mais après, oui, peut-être, on va dire, on va pas se mentir, c'est peut-être moins impactant qu'il y a un moment. Donc, la question peut se poser, ça, c'est un fait. Oui, ça me choquerait pas, tu vois, de voir les trois derrière Füllkrug sans Thomas Müller. En soi, je me dirais pas, oh, c'est quoi cette dinguerie, c'est n'importe quoi, machin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux te poser la question légitimement, mais après, quoi qu'il arrive, bien sûr qu'il peut encore servir pour moi dans cette Coupe du Monde, que ce soit en tant que titulaire ou alors si jamais il commence sur le banc, en joker un peu de luxe, que c'est un joueur qui est sacrément intelligent et dans des matchs assez compliqués, c'est peut-être lui qui parfois pourra déverrouiller les choses. Ouais, sur le chat, vous êtes assez unanime, à plus de 70%. Vous pensez que Thomas Müller ne doit pas être titulaire avec cette équipe allemande. Zal, toi, Müller, on sait que c'est un joueur qui est très particulier, on sait que c'est un joueur qui est très spécial, qui va peut-être un peu mieux s'exprimer dans certains systèmes. Pour toi, aujourd'hui, est-ce que le jeu de l'Allemagne permet à Thomas Müller de s'exprimer au mieux? Alors franchement, c'est délicat de dire ça parce que quand même on parle de Thomas Müller. L'année dernière, je crois qu'il faisait partie des meilleurs passeurs de Bundesliga. L'argument de dire il n'a pas joué depuis le 20 septembre, à que je sache, Varane, il a joué quand son dernier match. Et enfin pour moi, c'est pas un bon argument. Le mec, justement, s'il n'est pas très bon, c'est peut-être qu'il faut qu'il reprenne du rythme. Et de dire qu'il fait plus partie, enfin qu'il a plus sa place en équipe d'Allemagne, je crois pas qu'il ait 35 ou 37 ans. Choisir des jeunes joueurs, certes, c'est sûrement la chose à faire, mais sur des matchs coup près, moi, je le fais jouer. Honnêtement, je suis l'entraîneur, je le fais jouer. Je vais peut-être à contre-courant, mais de parler de Thomas Müller de la sorte, ça me choque un petit peu.
Moi, je le ferais pas jouer sur un côté, je le ferais jouer sûrement en faux neuf. Et voilà, quoi. Bah, mais de là, de dire qu'il est cuit, fini, finito, c'est quand même un peu sévère. Alors, le certes, truc, c'est il a peut-être pas fait sors. de bons matchs. Ouais, je sais pas. Non, mais parce que Füllkrug, on est tous d'accord pour dire que Thomas Müller en neuf, pour moi, ça va pas, ça fonctionne pas, et c'est pas forcément une bonne chose. On est tous d'accord pour dire que Sané, s'il est en jambes, si là, il a retrouvé, machin, il est en forme, il est obligatoire vu le début de saison qui nous pond, et voilà, le mec, il va à 10 000, il a une patte de ouf. Musiala, on est tous d'accord pour dire que c'est un petit crack, il fait énormément le boulot. Là, on avait dit Gnabry, peut-être que son début de CDM est pas fou, tu vois, mais du coup, ça... Après, tu places qui, où, comment. Après, c'est peut-être le poste qui lui convient plus sur le côté droit. C'est vrai que c'est très énergivore pour lui. Mais c'est un mec à la hargne et tout. Un mec comme ça sur un terrain, tu peux pas t'en passer. Enfin, moi, je sais pas. S'il préfère la jeunesse allemande, on voit ce que ça donne. Jusqu'à maintenant, c'est pas ouf, quoi. Donc moi, un mec comme ça, en tant que coach, je te le mets sur le terrain. C'est le premier que je mets sur la feuille de match. Apparemment, sur la compo, il est encore neuf, c'est ça? Il est là titulaire, ouais. C'est lui avec Gnabry, Musiala, Sané derrière lui. Tu peux me dire ce que tu veux, enfin, je sais pas. Non, mais Müller, en fait, on va pas cette culture de l'instant T où voilà, tu juges sur les 2 premiers matchs et tout. Il est pas bon, tu le sors, c'est tout. Mais tu ne peux pas le mettre sur le banc et de le cramer mentalement. Enfin, moi, après, c'est mon avis. Non, mais t'as raison. J'ai toujours un avis un peu différent. Non, mais il n'y a pas de problème. On parle pas d'un petit joueur. Si quelqu'un pouvait sortir la stat, dites-moi le nombre de passes D qu'il a mis l'année dernière. C'est ce que j'allais dire, Zal. C'est ce que j'allais dire. Müller en Bundesliga la saison dernière, c'est 18 passes décisives. C'est le meilleur passeur de Bundesliga. Donc, mais attention. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, Zal. Pour moi, Thomas Müller, c'est une légende. C'est une légende du football allemand. Mais c'est pas une légende. Ça, c'est trop facile de dire ça. C'est une légende. Non, mais ce que je veux dire, écoute-moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, à l'heure actuelle, dans cette équipe-là, c'est un joueur, c'est un ambassadeur de ce que le football allemand a proposé de mieux ces dernières années. C'est un joueur extraordinaire. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un problème d'utilisation. Thomas Müller, c'est un joueur qui est tellement spécial, qui est tellement particulier dans son style, que si tu l'utilises mal, en fait, ça devient un joueur caduque. Ça devient un joueur, en fait, qui ne va rien t'apporter dans le jeu. Comme beaucoup de joueurs, regarde Lewandowski tout seul devant, il fait quoi? Oui, mais peut-être du meilleur attaquant du monde. Donc, oui, mais là, il y a plus de matière à faire en Allemagne, Zal. Oui, non, mais je veux dire, il y a des joueurs que tu les mets pas dans les bonnes... Et le truc, ce qu'il faut se dire, c'est que je pense tout simplement, l'entraîneur, il se prend pas trop... Enfin, c'est pas qu'il se prend pas la tête, mais il se dit... Je mets tous les joueurs du Bayern devant qui se connaissent par cœur. Au milieu aussi, tu as Goretzka, tu as Kimmich, tu as les 3 du Bayern et tu as Thomas Müller. Le mec, il se dit, ils se connaissent par cœur. C'est vrai, il y a ce truc à prendre en compte aussi. Les mecs se connaissent par cœur. C'est vrai que c'est tentant, tu vois. On le sait, tu vois. C'est un peu, on en revient très souvent au même exemple, mais c'est un peu ce que Guardiola faisait aussi. Apparemment, Kimmich à droite, là, par contre. Du coup, c'est Gundogan qui doit être au milieu, je pense, avec Goretzka. Et du coup, ça mettrait Kimmich à droite, c'est ça? C'est ça. En fait, la compo, ça serait Rome latéral gauche, Rudiger dans l'axe et Kimmich à droite. Donc, avoir en fait l'animation, ouais. Non, pas mal, ça peut être pas mal. Oui, Zal, toi qui as un petit peu du sang allemand, tu fais quoi? Tu le fais jouer ou tu le fais pas jouer? Ah mais mais c'est ce que je t'explique en fait. Moi, je le fais jouer, mais je le fais jouer comme l'a dit Bruce, en le mettant avec un autre joueur derrière qui va fixer en fait la défense. Parce que Müller, en fait, pour qu'il trouve des espaces, il faut qu'il y ait un mec devant lui. Il faut que le mec il puisse aller combiner à droite, combiner à gauche et tourner autour du mec qui est en pointe devant lui. Si t'as personne devant lui, si Müller il est tout seul, et on l'a déjà vu, Müller dans une configuration de pointe haute et sans personne derrière, ça n'a pas souvent marché en fait, ça n'a jamais apporté grand chose, alors que quand il a vraiment un point de fixation, là il s'exprime beaucoup mieux. Oui, Bruce. Mais là dans sa compo, Braque, en fait son but c'est que les 3 derrière tournent autour de Thomas Müller, c'est tout. Parce qu'il se dit, et c'est vrai que quand tu connais, même s'il est en 9 ou un machin et tout, mais tu sais, il peut décrocher, on connaît, de toute façon il a un rôle un peu hybride. Ouais. Le truc c'est ce qu'il se dit, et il se dit pourquoi ça marcherait pas, et c'est vrai que quand il pense pourquoi ça marcherait pas, parce que Thomas Müller, c'est un joueur qui est super intelligent, tu peux jouer en remise, tu vois, c'est un joueur ultra complet. Donc c'est vrai que sur le papier, il y a tout pour que ça fonctionne. C'est juste que c'est vrai que moi, quand il est un peu plus haut comme ça et tout, en général, je suis un peu déçu. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est très tentant parce que tu te dis pourquoi ça marche pas, quoi, pourquoi ça fonctionnerait pas. C'est tout. Il y a des gens qui parlent de Kimmich arrière droit, genre c'est chaud, mais à la base, c'est son poste. Hein.
Oui, il jouait là-bas, oui. Il était arrière droit de base. Moi, je trouve que c'est pas full dégueu, parce qu'à droite, bon, t'as Kerrer, machin, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Et le truc, c'est Gundogan, c'est un joueur que j'aime bien aussi. C'est vrai que Kimmich, Goretzka, c'est incroyable, mais Gundogan, je trouve que c'est un vrai bon joueur aussi. Du coup, ça te permet de placer un peu tout le monde, de peut-être un peu gommer ton problème latéral droit. Et on sait aussi que Kimmich, il a un jeu long qui est extraordinaire. Donc, il peut te mettre des centres de fou, des transversales de fou. Tu vois, il peut avoir ce rôle aussi qui t'offre d'autres possibilités. Tu vois, ce que Kerrer va moins pouvoir faire. Donc, en soi, moi, ça, je trouve très intéressant. Vu les joueurs allemands, je trouve ça vraiment très intéressant, là, la compo. Messieurs, on arrive sur la fin. Je voulais qu'on ait aussi quand même l'avis de Scipion sur tout ça. Et après, on va faire le prono-guide. Scipion, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je trouve que évidemment la Coupe du Monde de Müller n'est pas au niveau des attentes, mais contrairement à Gnabry, il n'est pas à son poste, tu vois. Et Gnabry, il est chapeau critique. Alors oui, il touche la barre contre le Japon, mais je trouve que c'est un peu trop léger et il fait pas autant de différence. Et Sané, qui lui revient de blessure, lui a montré beaucoup plus de choses. Donc je pense que Gnabry, faut peut-être un peu plus s'attarder sur son cas parce que voilà, on a besoin aussi de ce type de joueur qui répond présent. Pour moi, le meilleur système pour Müller, c'est s'il y a un 9 devant lui. Moi, pour le coup, je le vois vraiment comme un numéro 10 à l'ancienne. Musiala sur le côté, contre l'Espagne, il a fait énormément de différence. C'est un mec qui se balade et avec le Bayern, il a aussi cette liberté, donc c'est top. Je trouve que c'est Müller dans son rôle qu'on lui connaît bien désormais depuis, on va dire, 4-5 ans, c'est le passeur, quoi. C'est vraiment celui qui va régaler. Mettre Müller comme ça en faux neuf, je suis pas convaincu. Et même quand il a un faux neuf devant lui, à savoir Havertz contre le Japon, ça n'a pas répondu présent. Moi, je pense qu'il a vraiment besoin, pour exister, d'avoir un point de fixation, un pur avant-centre, pour que ça puisse faire des différences. Elle a quand même un putain de flow, la compo, je trouve. Et là, ça va être bien mieux et Sané va faire beaucoup de bien parce que quand tu vois maintenant les côtés, Rome, très intéressant, qui fait un bon début de Coupe du Monde avec Sané. Maintenant, on va voir Sané qui démarre, etc. Et de l'autre côté, Kimmich, Gnabry. Je pense que Kimmich peut faire pas mal de bien aussi à Gnabry en soi. Et du coup, là, sur les côtés, à mon avis, ça va pas être la même histoire. Moi, j'annonce une grosse tôle et l'Allemagne qui fait minimum demi-finale de la Coupe du Monde. Ça va être extrêmement intéressant de regarder ce match. Ça va monter en puissance, là. Moi, je trouve que ça va faire mal maintenant. Ça fait très peur, moi, je trouve. On va regarder ça, bien entendu. Messieurs, on finit avec le Pronogate. C'est parti, jingle. Avec notre partenaire, Winamax, qui nous accompagne bien entendu pendant toute cette période de Coupe du Monde. Et je vous le dis, avec Bruce, ce soir, vous allez pouvoir nous retrouver sur la Winamax TV. On y sera pour débriefer les matchs du jour, bien sûr. On va revenir très certainement sur le Maroc, sur la Croatie, l'élimination de la Belgique. Ils feront bien sûr leur conducteur, mais nous, on ira pour en parler avec eux. Ce sera assez sympa. Et on a toujours donc ce Pronogate, cette petite séquence qu'on vous fait en fin d'émission. Un petit championnat où on s'affronte tous et on va se regarder donc le classement à jouer. Il paraît que Kanto a passé son combi et Kanto vient donc égaliser et prendre la deuxième place avec Scipion en sueur. Aïe aïe aïe. Scipion, il commence à dégringoler petit à petit là. Scipion, j'arrive. On attend la requête de nos amis de la FFF. On espère tellement que ça va aboutir parce que là. Ouais. Je peux te dire qu'on en a besoin parce que même moi, il y a Zach qui va passer clair, ouais. Moi, je peux tout de suite vous casser votre délire, il n'y aura rien. Ok, l'ancien, ok. La voix de la raison, Zal, souvent, attention. Ah, mais moi non plus, je pense pas que le résultat sera changé, ça c'est sûr, hein, c'est entériné là. Le chat commence à trembler, on arrive. Alors, messieurs, les matchs du jour, vous les avez en face de vous. Costa Rica, Allemagne. Costa Rica, une cote à 26. Hein, L'Allemagne est cotée à 1,10 sur le site winamax.fr. Japon, Espagne, une cote à 8 pour le Japon et une cote à 1,42 pour l'Espagne. Et Ghana, Uruguay, peut-être un match un peu plus indécis. 4,90 pour le Ghana et 1,75 pour l'Uruguay. La vengeance, tout à fait. C'est un match avec un énorme parfum de revanche. On regarde les pronos de chacun. Petit récap. Pour se rendre compte qu'il n'y a que Zal qui tente le Ghana face à l'Uruguay. Sinon, tout est pareil. Ouais, j'ai fait l'erreur la dernière fois, je vais pas la refaire 2 fois. Bah si, justement. Non. Parce que la dernière fois, j'avais dit le Ghana, mon outsider. Comme équipe africaine, je voyais le Ghana pour être un peu, comme il dit Zach, faire mon hipster. Hipster. Et voilà, et voilà, Ghana. Ok, très bien. Bah, Zal voit le Ghana. Vous avez tous nos pronos et vous pouvez retrouver les codes sur le site winamax.fr. Je voulais trop, putain, j'avais la rage.
On regarde maintenant du coup les My Match. Alors les My Match, je vous l'ai rappelé, c'est très simple, hein. Vous allez sur le site winamax.fr et sur un même match, vous pouvez créer une combinaison de scores, de résultats, de buteurs sur un seul et même match. Et du coup, si vous tentez une cote entre 3 et 5 dans la team, vous prenez un +2 si votre My Match passe. Et si c'est une cote au-delà de 5, vous prenez 3 points. Bruce, tu as mis Raphaël Leao buteur, toi, contre la Corée du Sud. Ouais, bah c'est un match en fonction de comment ça va se passer. Il aura peut-être plus de temps de jeu. On verra la compo, on verra ce qui se passera. Et vu que c'est un match où la Corée, de toute façon, va devoir tenter le tout pour le tout, je m'imagine un scénario où ça se livre beaucoup et du coup, Leao qui dévore la profondeur, bah, qui peut faire mal. Voilà. C'est comme ça que je me suis imaginé le truc. Très bien. J'ai une question, Braque. Là, pour le truc de Bruce, il faut que le Portugal gagne, que Leao marque et les deux équipes marquent. Exactement. C'est ou un des trois. Ah non, les trois. Il faut les 3. Oh, putain, non, ça serait facile là quand même. Zaz, on t'a expliqué le My Match au début ou pas, juste pour être sûr? Ouais, non, mais moi, ça c'est, je suis trop vieux pour ça là. Personne t'a expliqué le My Match du coup. Frère, moi c'est 1, N, 2. Après, c'est compliqué. Ça, le reste qu'on s'en je crois Scipion, ça explique pourquoi il a mis 2 fois Modric, hein, Zal. C'est ça, ouais. La cote hier. Je crois qu'on... Ah ouais, on a la réponse. Scipion, toi, tu tentes la Corée du Sud ou match nul et t'as tenté un buteur multichance avec Heung-min Son et Gi-sung Cho. C'est ça. Alors là, à la base, moi, je partais aussi sur Leao, tu vois, en buteur. Et puis, en fait, je sais pas s'il sera titulaire, donc on sait jamais. Je me réserve. Et puis, je me dis, en fait, finalement, dans un match où la Corée, si elle gagne et que l'Uruguay gagne, bah, à la différence de but, ça peut, pourquoi pas faire différence. Donc, jouer une Corée offensive et pourquoi pas réussir à faire un petit braquage. Et puis, Son n'a pas encore marqué. Et puis, notre ami Cho nous a fait belle impression, notamment dans le domaine aérien. Donc, ce petit buteur multichance, pourquoi pas. Oui, en effet, vous l'avez vu, à Bruce, ça a été choisi par le FC Guez. Hein. Il est débité. Comment tu veux que je les rattrape? Ils me prennent une fois sur 2. Du coup, je peux pas les rattraper. Eh, Bruce, c'est toi aussi, tu les chauffes à chaque fois. C'est fait exprès. Hein, logique. Les gars, vous avez pas d'amis sur le chat Non, ils en ont pas. Et Pipion et moi, on fait toujours les mêmes matchs. Oui, j'ai remarqué, ouais, c'est vrai. Sauf que toi, ça se croise. Un handicap, toi. Oui, c'est vrai. Toi, tu vas plus loin, toi. Non, ben là, non, pour le coup, j'ai mis que le but de Son. Ça, c'est plus facile. Ah là, pour ça moi. va, là. C'est vrai. C'est assez tranquille. Et alors oui, j'en vois beaucoup sur le chat, devenir complètement fou par rapport à mon My Match. Non, j'ai mis la Corée du Sud. Hein, si vous m'avez bien écouté depuis le début, moi, la Corée du Sud, c'est une équipe qui m'a beaucoup séduit. Là, le Portugal va certainement faire tourner, va peut-être lever un peu le pied sur ce match-là. Il n'y a pas d'urgence. Quasi tout envisageable. Je suis d'accord avec vous. J'ai hésité, moi aussi, sur différents trucs. Bah oui, donc oui, j'ai mis la Corée du Sud et j'ai mis 0-0, 1 partout ou 2 partout à la mi-temps. Donc voilà, c'est un My Match que j'ai tenté. Hein. De toute façon, les gars, moi je suis dans une position où je suis obligé de prendre des risques. Hein. J'ai pas le choix. T'as mis 0-0 aussi. Il y en a, ils disent, ah oui, t'as fait une dinguerie, je crois. C'est pas cohérent, apparemment, ils disent. Mais si, parce que en gros, j'ai dit, non, c'est complètement cohérent. Tu peux très bien voir la Corée du Sud gagner et à la mi-temps voir un 0-0. C'est possible. Ah oui, la mi-temps, ils ont dû croire que t'avais dit le match. Ah oui, les gars, suivez aussi. Ah oui, et Braque à -1, là, c'est vrai. Non, si vous voulez pas. Ouais, ok, ça veut chauffer pendant l'émission, pas de problème. Il a pas été enlevé là le point dans le classement. J'espère pas. Bah, il le sera la prochaine fois. Ok, d'accord, on en reparle. Merci beaucoup, messieurs. Merci Brice, merci Zal, merci Pipion, merci au FC Guez. Bon match à vous ce soir et on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne de hors-jeu. Salut à tous. Et vamos, Léo. Bientôt. Ciao. Bonne soirée. Ciao.